Les amateurs de football et les spectateurs neutres passent par tous les états d'âme. Ce soir, nous sommes à 90 minutes du coup de sifflet final et on ne sait toujours pas qui ira en barrage. Bienvenue dans le temps additionnel avec un plateau riche des présences d'Alain Rochat, Steven Lang et Mike Perez, notre œil de Moscou ce soir qui a suivi 3 rencontres en parallèle. Nous étions rivés sur les prestations des 3 clubs romans plutôt engagés ce soir, mais 2 concernés par le barrage, puisque le sort de Lausanne est déjà connu. Mais si on le disait en début de soirée, 1 point mathématiquement permettait aux hommes d'Alain Geiger d'enfin assurer leur maintien. Ceci, peu importe les résultats de Sion, Getse et Lucerne. Et on va assister à un match pauvre en occasion, les plus que tranchantes en faveur des Grenats qui auraient pu vraiment se libérer en toute fin de rencontre grâce au déboulé toujours aussi ravageur de Stevanovic. Malheureusement, Econia sur cette occasion de la 69e minute qui va, on va quand même le signaler, se heurter à un excellent Heinz Lindner. Ni tout à l'heure dans l'enchaînement, on le verra, Ronny Rodelin, toujours sur un caviar de Stevanovic, n'auront permis à Servette de se libérer. Mais enfin, ouf, Servette assure sa place en Super League pour la saison prochaine. Oui, et c'est très bien comme ça. C'est vrai que les Servettiens se sont fait peur sur cette fin de championnat. Alors là, on a vu un Servette minimaliste face au FC Bâle, mais voilà, grâce à ce point qui se maintient, et je pense que c'était l'objectif principal. Bon, là, on voit une nouvelle fois Stevanovic qui fait toujours ses courses en profondeur, et là, Rodelin qui doit marquer. Mais bon, Servette prend le point qu'il devait prendre et se maintient en Super League. Bon, on ne se faisait pas trop de soucis, on va le dire. C'était une conjonction arithmétique, mais toujours est-il qu'il fallait le faire, ce point. Et ça a un peu crispé quand même le jeu. En première mi-temps, on le disait, il a fallu attendre la 46e minute, c'est-à-dire le temps additionnel pour enfin avoir une frappe cadrée. On va dire que nous suivions plusieurs matchs et ce n'était pas le match le plus emballant. Non, en regardant les images du coin de l'œil comme ça, on voyait que ça se passait beaucoup au milieu de terrain, qu'il n'y avait pas tellement de tranchants dans les actions offensives. Donc je pense que justement, Servette était un peu trop crispé et Bâle n'était pas vraiment venu faire le jeu. Donc ça a donné ce match un peu terne. Alors, comme nous avons beaucoup de choses à vous montrer, on vous proposera une réaction servettienne dès que celle-ci nous parvient. Je questionne rapidement la régie. Est-ce qu'on a une réaction de la Praille? Toujours pas. Donc, on va enchaîner, puisque donc Servette officialise sa place en Super League et obtient donc ce point du match nul. Dès qu'il y a une réaction qui nous parvient, on vous la proposera. On va enchaîner avec ce match entre Lausanne et Sion, qui a tenu nos spectateurs particulièrement en haleine ce soir, parce qu'on a vu un FC Sion timoré en début de partie, puis après le premier quart d'heure enfin se montrer dangereux avec ce poteau dit Teitinga qui hérite d'un renvoi malheureux de Punjé. On appréciera le centre de Cipriano et le gaucher Teitinga qui ne transforme pas devant une cage quasi déserte. Ouais, là, il doit marquer, Teitinga, il le sait très bien d'ailleurs. En tout cas, il doit cadrer parce que cette frappe vient toucher le montant. Il est à 3 mètres du but. Il prend le coup du pied en force, c'est vrai que le plat du pied aurait été plus judicieux. Coup du sort en défaveur de Lausanne sur ce ballon remis dans la surface, ce ballon de Kevin Buin. Zouri qui juge mal la trajectoire du ballon, c'est ce qu'on disait à la mi-temps, et qui se projette, qui s'autopropulse le ballon sur le bras. Coup de sifflet de M. San, malheureux pour Lausanne, mais justifié. C'est un geste très malheureux, très maladroit aussi. Il le regrette tout de suite, on voit à sa réaction, mais je pense que l'arbitre est obligé de siffler sur cette action-là. Et la Girgic spéciale, plat du pied, pied droit, ouvert, petit filet, mi-hauteur, qui prend Castella à contre-pied. Oui, alors un penalty très bien tiré parce qu'il prend le gardien justement à contre-pied. Par contre, voilà, il a souvent tendance à les tirer à mi-hauteur. Mais bon, là, il n'y a strictement rien à dire. Il prend ses responsabilités et il permet au FC Sion de marquer. Avec la précision et la puissance nécessaires. Donc Sion
1-0 à la mi-temps fait sa part du marché. Par contre, on va nettement moins apprécier la prestation, hein, messieurs, des Valaisans en deuxième mi-temps. Crédit aussi aux Lausannois, hein, qui ont harcelé les Valaisans et qui, à la 66e minute, pensaient bien avoir trouvé l'égalisation avec cette combinaison magnifique centre signé Coyle. Sanchez fait tout juste et il faut un grand Kevin Fickencher pour sauver la maison valaisanne. C'est surprenant, hein, comme Sion tout d'un coup a reculé, a arrêté vraiment de jouer. On ne sait pas trop, ils se sont fait un peu balader dans le jeu, ils n'ont pas joué les contre-attaques à fond, donc c'était vraiment bizarre. Là, il y a une perte de balle qui est inutile, qui va déboucher sur l'égalisation. Sion, dans cette deuxième mi-temps, a complètement perdu cette solidité qu'ils avaient réussi à mettre en place en première mi-temps de manière incompréhensible. Et là, on se demande quand même, Itetinga, on joue le maintien, tricote, tente une talonnade, c'est assez incompréhensible ce qui lui est passé par la tête. Oui, c'est un attaquant, il veut ressortir proprement le ballon. Là, il faut dégager et venir chercher le LS. Il perd un ballon qu'il n'a pas le droit de perdre. Ensuite, c'est que la frappe de Grippo, que je connais très bien, je n'ai pas souvent l'habitude de le voir frapper comme ça du gauche. Chanceusement, on a passé un CSC de Kevin Fickencher, mais oui, c'est vrai qu'Itaitinga ne doit jamais perdre le ballon à cet endroit du terrain. Et effectivement, beaucoup de malchance pour Kevin Fickencher. Magnifique frappe signée Grippo. Et puis il y a ce coup du sort, comme si ce soir les étoiles étaient valaisannes, avec ce centre au deuxième poteau qui passe, mais alors à des années-lumière de Gaëtan Carlen qui ne peut pas faire quoi que ce soit sur ce centre et qui est effleuré, accroché. Votre avis, messieurs? Autant le premier, je pense qu'il est obligé de siffler, autant là, que ce soit le contact, que ce soit la dangerosité du ballon, je trouve très très sévère. Et là, au moment, cette longue attente, on se disait tous, là, il faut quand même, si vous me permettez l'expression, en avoir, parce qu'on se souvient que Girgic avait eu l'occasion dans le premier tour contre Lucerne, je crois, de tirer 2 pénaltys, avait raté le deuxième. Là, oui, on voit qu'il y avait de la tension avec la réaction derrière, qui engendre malheureusement pour le FC Sion sa suspension, hein, puisque sur cette action, Girgic est averti, écope donc d'un carton qui le privera du derby du Rhône face à Servette dimanche. Mais voilà, il fallait oser aller le frapper. Girgic spécial, pied du plat ouvert, cette fois-ci cassé la part du bon côté, mais il y avait la puissance nécessaire. Oui, il a montré du caractère, beaucoup de courage, parce que de tirer 2 pénaltys dans le même match, surtout quand ce match-là est autant décisif, c'est très très fort. On joue la 92e minute. Voilà, il la met du même côté. Mi-hauteur également, mais bon, il met tellement de puissance et de précision dans sa frappe que c'est imparable pour le gardien, mais c'est très très fort, hein, de tirer 2 pénaltys dans le même match et surtout de les marquer, c'est l'homme du match, clairement. Et sans Girgic, on pourra voir quel joueur devra prendre ses responsabilités dimanche lors du dernier match. Et 3 points miraculeux, osons le dire, parce que même après l'égalisation lausannoise, Sion ne s'est pas vraiment procuré d'occasion dangereuse. On était plus proche vraiment d'un but de Lausanne, qui a continué, qui a joué vraiment le jeu jusqu'au bout. Il a fallu ce penalty plus que discutable pour offrir ces 3 points à Sion. On écoute immédiatement une réaction, probablement de soulagement dans les rangs valaisans. Moussa Arras, quelle fin de match pour le FC Sion? Vous avez joué à vous faire peur ce soir? Oui, bien sûr, on savait que ça allait être difficile contre une équipe de Lausanne, justement maintenant délibérée. Après, ils montrent un beau visage aujourd'hui. Nous aussi, on essaie de ne pas se crisper, de jouer notre jeu. On a un peu subi, on sait, mais le plus important aujourd'hui, on va retenir la victoire. Au moment d'entrer sur le terrain, il reste une grosse quinzaine de minutes de jeu à jouer. Quel est le message de Paolo Tramezzani à votre égard? Tenir ce score, justement, il essaie de ramener un peu de dynamisme, pas laisser jouer derrière, un peu mettre la pression devant. Ce que j'ai essayé de faire, après on reçoit ce but, mais heureusement derrière on marque à la dernière minute un peu sur un penalty, mais je pense que c'est peut-être le destin, on va se sauver comme ça. Dimanche, la réception du Servette FC, quelle va être la recette là, pour le FC Sion pour vraiment concrétiser ce maintien en Super League? Ouais, contre le Servette, c'est toujours un match spécial pour nous, bien sûr, pour eux aussi. Ils vont rien nous donner, on sait. Il faut, maintenant, c'est à nous d'aller chercher ce point qui peut faire la différence. Si je ne me trompe pas, ils ont fait 2-2, hein, c'est juste. Donc, tout est entre nos mains encore. Donc, on a encore 90 minutes et on va prouver qu'on a une place dans cette Super League.
Voilà pour une réaction valaisanne. Du coup, Lucerne devait réaliser un résultat positif. On l'a entendu au travers de la bouche de Moussa Arraz. Les Lucernois ne sont jamais morts. Il m'a spoilé. Ouais, faut y aller, Mike. On va voir les buts. Il a donné le résultat. On va voir les buts du match. Bon, allez, je vous les montre. Oh, il m'a fichu en l'air mon résumé. Voilà, je vais l'appeler, je vais lui dire, je vais le gronder. Bref, bon. Oui, Lucerne devait gagner. Lucerne devait gagner, prendre ses 3 points. C'est l'objectif pour rester au contact, pour continuer à mettre la pression sur le FC Sion et sur Getse. Il n'a pas donné le résultat de Getse, non, c'est bon. Ça, pas encore, non. Ok, d'accord. Donc voilà, début de match compliqué, ceci dit, pour les Lucernois qui vont vraiment peut-être subir un petit peu la tension, la pression. Regardez Simani qui se rate complètement sur ce ballon, a priori anodin, qu'il aurait dû dégager tranquillement. Ça profite à Kanga, il s'en va affronter Marius Müller pour l'ouverture du score. C'est allé très vite parce que c'était quand même une touche de Dreger au départ. Le dégagement de Garcia, relais entre Kanga et Mambimbi et la conclusion donc pour l'attaquant de Young Boys. 3e minute de jeu et donc 1-0 pour IB. On ne pouvait plus mal commencer pour les Lucernois à domicile à la Swissport Arena pour ce match si important. C'est pas terminé parce que 3 minutes plus tard, on est donc à la 6e, et bien Edimilson va doubler la mise. Un premier tir de Garcia, cette fois-ci repoussé par Marius Müller. Et puis cette passivité coupable de la défense de Lucerne. Alors certes, il y a de la réussite pour Edimilson puisque ce tir est dévié par Bourges, mais quand même, il ne devait pas tirer, on ne devait pas laisser Edimilson armer cette frappe. Et ça fait donc 2-0 pour Young Boys après seulement 6 minutes de jeu. Lucerne qui a la fâcheuse tendance d'encaisser beaucoup dans le premier quart d'heure, notamment 18 buts encaissés au total depuis le début de la saison. C'est la moins bonne équipe dans cet exercice. Mais Lucerne a le mérite de ne jamais baisser les bras et de toujours y croire, avec Sorgic notamment. Peut-être, faute de main au tout départ de cette action lorsque Sorgic a contrôlé une première fois le ballon. Mais M. Schneider a laissé jouer. Ensuite, il s'appuie sur Dreger pour marquer. On est à la 23e minute de jeu. Et tout à l'heure, Steven Lang à la mi-temps nous disait « Je vois bien Lucerne revenir, pourquoi pas égaliser ?» Les Lucernois l'ont déjà fait 4 fois cette saison d'être menés de 2 longueurs et de revenir dans le match. C'est exactement ce qui s'est passé, puisque Moussa Arraz l'a déjà dit tout à l'heure. Ugrinic va égaliser. Mais là, on peut mettre en exergue la défense de IB, cette fois-ci, un tout petit peu passive, qui ne défend pas très bien ce ballon. Il y a un premier tir de Kvasina, repoussé par Sessiger. Et puis ensuite, Ugrinic qui surgit pour égaliser. Il y a eu une première mi-temps largement à l'avantage de Young Boys qui s'est créé 3 grosses autres chances de but, qui a eu des possibilités en contre-attaque aussi également lorsqu'il y avait toujours 2-1. Mais Lucerne a énormément poussé dans cette deuxième mi-temps et au final, Lucerne peut presque se sentir un peu frustré, un peu mal payé avec ce match nul de partout parce qu'il y a aussi eu des interventions décisives de Von Balmos en fin de rencontre. On ne s'ennuie jamais, en tout cas, avec l'équipe de Mario Frick, un FC Lucerne qui veut se sauver par le jeu. Alors pour l'instant, ils ne sont pas dans une situation très favorable, mais en tout cas, on vibre avec Lucerne. Oui, il se passe toujours quelque chose avec cette équipe. En même temps, c'est une équipe qui montre du caractère. C'est jamais fini, même à 2-0. Ils sont là, ils ne lâchent rien. Moi, ça me plaît parce que c'est une équipe qui propose du jeu. Et j'ai toujours l'impression que lorsqu'on propose du jeu sur une saison complète, on est toujours récompensé. Bon, là, ça va malheureusement peut-être devoir passer par des barrages. Mais... Puisque en début de soirée, Lucerne avait 1 point de retard sur le FC Sion. Là, on sait déjà qu'il y en aura 3, sans avoir encore vu le résumé de Getse. Avant de vous donner la parole, Mike, je vous propose une réaction lucernoise, celle de Samuel Ekampo. Samuel Ekampo, est-ce que vous allez regretter ces 2 premiers buts dans les 6 premières minutes ? Oui, bien sûr. Je pense qu'on a encore fait un très bon match. On y a cru. Ces 2 buts à la fin, c'est l'essentiel qui est mal pour nous, avec les résultats. Oui. On a senti ce FC Lucerne qui voulait vraiment cette victoire. Il y a eu des occasions pour Young Boys qui auraient pu aussi gagner le match. Vous aussi, finalement 2-2. Si l'on regarde que le résultat comptable, c'est logique entre les 2 formations? Oui, c'est logique, mais je pense, comme je te dis, on a fait un très bon match après, avec ces 2 buts après 6 minutes. C'est aussi pas normal qu'on revient.
ça c'est positif, c'est sûr. À la fin, on prend ce point et il est important aussi. Aussi, si c'est pas facile dimanche, on verra. On va tout donner. Il y a encore cette possibilité, hein, vous devez gagner à Zurich si on doit perdre. Les données sont très claires. C'est possible? Oui, bien sûr. Tout est possible. On y croit jusqu'à la fin. On va jouer comme les dernières semaines et on va essayer tout. Ouais, 4 matchs, 10 points, hein, c'est la série réalisée par Lucerne. Et franchement, mené 2-0 après 6 minutes, il y en a quelques-uns qui se seraient écroulés. Bon, bah du coup, Grasshopper peut de son côté également distancer les Lucernois en cas de résultat positif. J'ai peur que Samuel Campo me donne le résultat de Grasshopper dans l'interview. Non. Bah voilà, oui, Getse était donc dans la même situation que Sion, hein, même nombre de points, 37 avant cette rencontre. Et Grasshopper avait, on va dire, peut-être l'avantage d'affronter une équipe de Saint-Gall un peu démobilisée après la défaite en finale de la Coupe. Beaucoup de changements d'ailleurs dans la formation de Peter Zeidler. 10 par rapport à la Coupe de dimanche. Seul Quintia était aligné d'entrée. Et Saint-Gall va souffrir au cours de cette première mi-temps avec une ouverture du score à la 18e minute. Le coup franc est tiré par Dominique Schmidt. Un rebond mal maîtrisé là par Ziggy et c'est Noah Losley qui a bien suivi. Il marque son premier but de la saison, son premier but pour Grasshopper, son deuxième seulement en Super League. Ceci dit, il en avait déjà marqué un pour le Lausanne Sport. Et Noah Losley ouvre donc le score à la 18e minute. Dans le temps additionnel de cette première période, Grasshopper va doubler la mise. Je vous préviens déjà, regardez bien l'ouverture de Bonatini parce qu'elle est tout simplement merveilleuse. La passe est parfaitement dosée. L'appel, ceci dit, de Morandi est pas mal non plus. Sa conclusion, nickel. Ça fait donc 2-0 pour Grasshopper qui se dit à ce moment-là voilà, qu'il a fait certainement le plus dur dans cette course au maintien, sachant qu'évidemment, le goal average est important pour départager deux équipes qui sont à égalité et que Grasshopper est la meilleure des 3 équipes encore en lutte avec cette différence de but. En deuxième mi-temps, il y a un pénalty qui va être accordé à Grasshopper. On n'a malheureusement pas le temps de faire un débat d'1 heure pour savoir s'il y avait pénalty ou pas, parce que l'intervention d'André Moreira semblait tout à fait juste sur Juan Falmos. Il ne peut non plus pas complètement s'arrêter. Il y a un peu d'inertie, c'est de la physique. Toujours est-il qu'il touche effectivement Falmos et que M. Piccolo sera appelé par la VAR. Moi, personnellement, j'ai de la peine à imaginer que le gardien puisse faire autre chose. Il va au ballon, il touche l'attaquant. Le ballon était de toute façon loin. Vous auriez sifflé péno, vous? Moi, je suis défenseur, alors je ne siffle jamais des pénaux. Ça ne vous fait pas penser à Kevin Fickencher à Bâle dans la même situation, qui s'arrête, qui se fait percuter par un attaquant qui n'a d'autre ambition que de jeter le ballon hors de la portée du gardien? Il ne peut pas faire grand-chose. Ouais, c'est vrai que doit faire le gardien sur cette action. Il doit s'arrêter, il doit on va dire il a qu'à pas sortir. Ouais, mais voilà. On va dire que l'attaquant joue bien le coup. Ouais. Comme dirait Carlos Varela, dans le foot que j'aime, dans le foot à moi, dans le foot que j'ai connu, il n'y avait pas pénalty. Est-ce que ça a eu le mérite au moins de relancer le match? Oui, au moins ça. Puisque Jordi Quintia va transformer ce penalty et ça va donc permettre à Saint-Gall de n'être plus mené que 2-1. On était donc à l'heure de jeu et ça va donc voilà, un petit peu relancer le suspense dans cette rencontre. Mais il y aura très vite le 3-1, enfin très vite, quelques 20 minutes plus tard, avec un très très bon travail de Sen sur le côté qui peut remettre ce ballon à Momon. Et là, un petit crochet, il se met sur son beau pied. Il ne laisse aucune chance à Ziggy au coin des 5 mètres. Ça fait donc 3-1 pour Grasshopper qui tient toujours donc cet avantage. Et qui certainement a eu vent des résultats à ce moment-là sur les autres pelouses, notamment le fait que Lucerne avait égalisé entre-temps face à Young Boys. Mais pour l'instant, Getse est donc toujours dans une situation très très favorable au classement, malgré la réduction du score de Doua, qui intervient à la 87e minute. Il y aura un premier tir de Fonmos, un renvoi de Moreira. Et Doua est attentif, il est surtout opportuniste, il profite du léger rendormissement de Noah Losley, on va dire, qui n'est pas très prompt à réagir sur ce ballon. Et Saint-Gall réduit le score donc à 3-2, mais plus rien ne sera marqué dans cette rencontre. Et Grasshopper s'impose sur le score de 3-2. C'est une victoire extrêmement importante pour
Grasshopper, on le verra tout à l'heure au classement détaillé. Parce que même si mathématiquement, Getse n'est pas encore sauvé, disons qu'il faudra un énorme concours de circonstances. On va dire que Getse, de la situation que Servette avait en début de soirée, effectivement, on le verra. C'est qu'une question de différence de but qui met vraiment Getse. Bon voilà, le néo-promu, une nouvelle fois, Contini qui fait le job. Oui, Contini qu'on sous-estime beaucoup, j'ai l'impression, dans cette Super League. Dans toutes les équipes où il passe, il est tout le temps performant. Là encore, avec une équipe de Getse énormément remaniée déjà cet hiver, avec beaucoup de joueurs asiatiques. Il fait le job. Il est calme, il est serein sur la touche. Et au final, ces équipes pratiquent quand même enfin, pas forcément du spectacle, mais souvent, Getse a été solide cette saison et mérite amplement son maintien. C'est vrai qu'ils ont vécu un début d'année un peu contrasté, avec pas mal d'arrivées. Et puis, pour en avoir discuté avec Contini, ça a un peu perturbé l'équilibre. Mais on ne l'a jamais senti, à l'image de ce qu'il nous livrait encore en avant-match, paniqué. Il a une force tranquille. Je crois qu'il... même si vous parliez de déséquilibre, je pense que son équipe a toujours été... il a pu s'appuyer justement sur une stabilité, un équilibre quand même avec ses joueurs. Il y a eu des absences, comme dans toutes les équipes, dans tous les championnats, mais on n'a jamais senti un vent de panique, même quand ils étaient bien installés au milieu du classement, puis ils ont commencé à faire des résultats un peu plus négatifs. Donc, il n'y a jamais eu de panique à Getse et ça se ressent sur le terrain. Eh bien, je vous propose de l'écouter, Giorgio Contini, à l'interview. Il répond au micro de Yoann Taché. Giorgio Contini, une victoire précieuse, 3 points désormais d'avance sur Lucerne et un goal average positif par rapport à cette place de barragiste. On peut dire que vous êtes sauvé ce soir. Oui, je pense qu'on a fait le job. C'est important de gagner. C'est clair que l'avarage, c'est pour nous. On a fait assez de buts, ça peut aider. Et à ce moment-là, ça aide beaucoup. C'est un point de plus. Alors, on peut dire qu'on est pratiquement sauvé, mais on va assurer encore faire un bon match à Berne. Encore une fois, vous avez tremblé ce soir en laissant revenir Saint-Gall dans la partie. Oui, c'est dommage. On avait tout sous contrôle. On sort avec 2-0. On a les opportunités de marquer aussi le 3-1 un peu plus tôt. Mais bon, c'est un peu la situation. C'est la saison qu'on a. Tous les matchs qu'on menait, on a trouvé les 15 minutes de la fin du match où je joue un peu nerveux. C'est quelque chose qui, peut-être, cette saison, nous a donné beaucoup parce que tu progresses, tu matures dans cette situation-là. J'espère que tous les joueurs ont appris quelque chose. Il y a également un coaching gagnant avec l'entrée de Calissen, de Francis Momo qui ont confectionné le 3-1. C'était aussi un motif de satisfaction pour vous. Oui, c'est important. Le banc, c'est toujours important. C'est pas ça que les 11 de début doivent toujours faire le travail et gagner les matchs. C'est important d'avoir un banc. On a des joueurs qui sont blessés, qui sont dehors. Alors je pense qu'on a vraiment un ensemble qui est soudé, qui sait exactement pourquoi ils sont là, pourquoi ils jouent. Et je pense que si on arrivait à quelque chose à faire cette saison, même avec tous les changements, de tenir ce focus sur les choses importantes et sur le match, je suis très, très content et fier aussi de l'équipe qui a vraiment bien bossé. Félicitations à Giorgio Contini et grâce au père, même si il y a encore... Allez, à 0,5% de chance que Getse soit barragiste. On l'oublierait, mais il y avait un 5e match ce soir entre Lugano et Zurich. Match au sommet. Oui, match au sommet parce qu'on a d'un côté le champion en titre, enfin nouveau champion, on va dire ça comme ça, et puis le vainqueur de la coupe, donc on appelle ça la Super Coupe. La Super Coupe, voilà. Il y en a un qui suit. Voilà. On a introduit une nouvelle compétition comme ça à l'improviste dans notre championnat. On joue une Super Coupe là au milieu, parce que c'était un peu finalement le seul intérêt de cette rencontre, nettement dit. De toute façon, Zurich est devant, Lugano... Ils s'en fichent, ils sont européens avec cette victoire en coupe, donc ils n'avaient plus grand-chose à jouer. Et si ce n'est peut-être d'aller titiller Guibé pour aller éventuellement chercher une 3e place, mais je ne crois pas que l'intérêt était vraiment là. Donc cette Coupe de Suisse, tant qu'à faire, eh bien, les Tessinois l'ont présentée à leur public qui avait fait le déplacement aujourd'hui au Cornaredo. L'occasion était belle de faire la fête donc, ce soir pour les Tessinois. Mais petite douche froide au Tessin parce que sur le terrain, ça ne va pas forcément très bien débuter avec une ouverture du score dès la 3e minute. Regardez Cizé qui va aller s'échapper là sur l'aile droite, qui va mettre un très bon ballon au 2e poteau, mais vraiment au 2e poteau pour Akaki Boggia qui arrivait, qui ne laisse
aucune chance à Saipi dans la cage luganaise. On apprécie vraiment le petit ballon chippé de Cizé pour Goggia au deuxième poteau. Ça, c'était l'ouverture du score donc à la 3e minute. Et 100 secondes plus tard, très précisément, eh bien, c'est l'égalisation pour le FC Lugano. Avec un joli travail entre Sabatini et Bottani. Les deux compères là vont s'associer pour amener l'égalisation pour le FC Lugano. Regardez, Bottani en retrait pour Sabatini. Ça prend à contre-pied Kostadinovic, puisque Yannick Brecher, on l'a déjà mis en congé, en vacances. Il n'était même pas sur la feuille de match aujourd'hui. Il n'a pas fait le déplacement du Tessin. Enfin, il était peut-être avec l'équipe, vous me direz, mais en tribune. En tout cas, il n'était pas sur la feuille de match. Et donc, Kostadinovic est battu un partout. Et ce n'est pas terminé dans cette première mi-temps avec un doublé pour Sabatini. But qui tombe à la 28e minute. Coup franc très très rapidement joué. Nouma Lavanchi qui joue le coup habilement à destination de Sabatini. Ça fait donc 2-1. À noter que dans cette première mi-temps, il y aura encore un tir sur le poteau de Gnonto à la 33e. Et puis, un but marqué par Lugano en deuxième mi-temps par Amoura. Tout le monde était prêt à engager, puis tout d'un coup, la VAR s'est réveillée, puis a dit, il y a peut-être une faute de main. On a vu tous les ralentis possibles, même ceux dont dispose la VAR. S'il y a eu faute de main d'Amoura, ça a dû effleurer la main, quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Bref, toujours est-il que ça ne change rien à l'histoire. Le but d'Amoura a été annulé et ça fait donc une victoire de 2-1 pour Lugano qui remporte donc cette Supercoupe de Suisse. Et qui fait tomber le champion qui concède ainsi sa 5e défaite. On a vu tous les buts, toutes les actions dangereuses et à sélectionner sur cette 35e journée. On fait un peu de comptabilité. Elle est importante avec donc les résultats qui voient le FC Sion s'imposer à Lausanne 2-1. Servette décrocher le match nul face à Bâle. Victoire importante de Grasshopper au détriment de Saint-Gall. Le match nul du FC Lucerne face à Young Boys et la victoire de prestige de Lugano au détriment du FC Zurich. Au classement, le FC Zurich, le FC Bâle et IB campent sur leur position, tout comme Lugano, Saint-Gall et Servette, donc, qui, avec ses 43 points, ne peut plus être rejoint. On va se focaliser sur la 7e place de Grasshopper, la 8e de Sion, 40 points, 3 longueurs d'avance sur le FC Lucerne, mais surtout Grasshopper avec une différence de but de -1. Franchement, il faudra un cataclysme. On a déjà vu beaucoup de choses dans le football, mais que Lucerne remonte 12 points sur la pelouse de Lucerne et que Grasshopper s'incline largement, très très largement à IB. On a de la peine à y croire. Et donc, le FC Sion n'aura besoin que d'un seul petit point lors du derby du Rhône, dimanche 16h30. Sion-Servette, on sait qu'il y aura un maillot spécial porté par les Sédunois, ainsi que beaucoup de rassemblements populaires qui sont organisés depuis plus de 10 jours parce qu'un derby, ça se prépare, mais en plus un derby importantissime, ça ne se manque pas. Attention, on l'a vu tout à l'heure quand même à la différence de but, -21 pour le FC Sion, -13 pour Lucerne. Malgré tout, ça devient très très compliqué pour Lucerne de rattraper Sion et Grasshopper pour Siori. Oui, alors... je dirais que Grasshopper, c'est presque fait. Hein. On peut dire mathématiquement non, mais on ne voit pas Zurich prendre une casquette à domicile. Enfin, voilà, là, vous avez connu ça. Là, on a vu Brighton Reiter tourner les derniers matchs. Mais le dernier match à domicile, avec la remise de la coupe devant le public, on devrait retrouver un Brecher, on devrait retrouver quand même une équipe consistante, non? Il ne va pas commencer à faire tourner son cadre B. Je pense. En tout cas, ils vont vouloir finir quand même en beauté, ça c'est sûr. Ils ne vont pas vouloir prendre 8-0 contre Lucerne. Donc, je pense que Grasshopper est sauvé. Et puis maintenant, ça se joue entre Sion et Lucerne. Il faudra faire ce point aussi parce que, à la différence de but, c'est Lucerne qui est mieux. Donc, Sion doit absolument faire ce point. Plus que jamais, donc Sion a son destin en main. Malgré tout, on ne peut pas ne pas avoir cette pensée quand on voit la frilosité avec laquelle Sion a joué en deuxième mi-temps. Comment Tramezzani, alors là on se projette déjà un peu dans votre prochaine émission, hein, Mike Pérez, c'est vous qui conduisez. Faites-moi l'avant-match, allez-y. Mais franchement,
Meilleur moyen de se louper, c'est de vouloir jouer comme si on a joué en deuxième mi-temps, non? Exactement, oui. Il ne faudra pas jouer la peur. En plus, c'est Servette, c'est un derby et Servette aura à cœur, croyez-moi, de venir gagner à Tourbillon pour couler le FC Sion, ça c'est clair. Hein. Il n'y aura pas du tout d'arrangement de ces deux équipes. Surtout, on doit se méfier parce que c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils se sont fait peur. En jouant comme ça la peur, vous risquez toujours de prendre des buts et de perdre des points. Donc, il faudra y aller avec la bonne mentalité. Bon, Servette, c'est quand même un bon souvenir hein, pour Paulo Tramezzani. Il y a 2 ans, Sion avait assuré son maintien contre Servette, mais c'était à la Praille. Messieurs, petit flashback sur le classement. On peut déjà se permettre un coup de projecteur sur certains clubs qui ne bougeront pas trop dans leur position. Le FC Bâle a 17 points du FC Zurich à La Rocha. Si on devait tirer un bilan, a fortiori de la saison du FC Bâle. Alors, quel serait-il? Je dirais qu'à Bâle, on était au début de saison archi motivé par rapport à ce quadruple titre de IB. On voulait venir absolument concurrencer IB sur cette année. Je pense que sur la première partie de la saison, il y a une Coupe d'Europe qui est tout à fait honorable. Hein. Ils ont fait un très joli parcours. Ils étaient bien campés à la deuxième place. Ils avaient quelques points de retard sur le FC Zurich, ça c'est clair. Mais je crois qu'il y a eu... il y a 2 faits marquants dans la campagne bâloise de cette année. Le premier, c'est la défaite à Zurich qui les a relégués à 10 points après Noël, hein, où là on se disait, en cas de victoire de Bâle, tout est relancé pour le titre. Déjà, la Zurich avait fait un premier pas, avait montré déjà une première escarmouche. Et puis, le nombre de matchs nuls que Bâle a joué, je crois un match sur 2 s'est terminé sur un match nul, la plupart dans leur jardin de Saint-Jacques. Donc ça, c'est pour aller contester les meilleures équipes pour jouer le titre, c'était insuffisant. Donc encore une fois, Bâle se retrouve deuxième, pas derrière IB cette fois, mais trop léger chez eux, je dirais. Avant Bâle, le Saint-Jacques, c'était le stade que tout le monde craignait. C'est désormais plus le cas et Bâle doit retrouver un peu cette sérénité. En coulisses aussi, il y a eu beaucoup d'histoires aussi. L'histoire de Ramen, Esposito aussi, voilà. Ça a fragilisé tout ça. C'est des choses qui sont extra-sportives mais qui viennent un peu fragiliser, qui viennent mettre des grains de sable dans l'engrenage. Et finalement, Bâle fait une saison correcte, hein, mais pas digne de leur standing. Pour corroborer vos propos, hein, on a le classement sous les yeux. 17 matchs nuls en 35 journées de championnat au bilan des Bâlois. Lugano, vainqueur de la Coupe, et une nouvelle fois hein, dans le top 5, comme chaque année, un peu sous-estimé en Suisse romande, peut-être pris de haut en Suisse allemande. Et les Luganais répondent toujours présents. On l'a vu très ému dimanche au terme de la finale de la Coupe de Suisse. Je vous propose d'écouter tout de suite Mattia Crocci-Torti à l'interview au micro de Nicolas Menecre. Mattia Crocci-Torti, encore une belle soirée au terme d'une saison assez incroyable. Qu'est-ce que vous allez retenir des 10 derniers mois? Parce que pour vous, ça a été 10 mois fabuleux. C'était une saison fantastique. Nous avons fait le majeur point que Lugano il a fait en Super League. Je veux dire que c'était le mieux Lugano des derniers 10 ans. Nous avons gagné une coupe après 29 ans. Nous sommes arrivés à la fin de la saison à jouer un football, je pense, magnifique. Nous avons eu des périodes avec la semi-finale que j'ai dû gérer mes joueurs, mais je pense que les 5 derniers matchs, 3 victoires, 2 matchs nuls, ils ont démontré que cette équipe, ils voulaient jusqu'à la fin faire le mieux. Et je suis un entraîneur vraiment content. Quel a été le rôle? Parce que de l'extérieur, on dit beaucoup, Mattia Crocci-Torti, il a eu un grand rôle. Qu'est-ce qui a été votre patte? Qu'est-ce qui a fait la différence venant de votre part? Moi, je pense que la chose qui a fait la différence, c'est la confiance que moi j'ai en les joueurs. Aujourd'hui aussi, nous avons joué différents mondes. Je change ça et nous avons vraiment, encore ce soir aussi sur le Zurich, c'était un Zurich B, mais nous les avons mis en difficulté pendant tous les matchs. Alors il veut dire que l'équipe, c'est une équipe qui joue à mémoire et je suis vraiment content. Et ce soir, que c'était le dernier match des différents joueurs, c'était pas facile parce que j'étais un petit peu triste, mais finir comme ça, c'est vraiment joli. Justement, il y a eu la consécration avec la Coupe, mais maintenant il y a un nouveau départ à prendre. Avec quelles ambitions pour vous-même? Moi j'ai toujours des ambitions
toujours vers l'avant. Nous avons bien fait, je pense que nous avons bien terminé. Maintenant, c'est la fin d'un cycle ici à Lugano, parce que beaucoup de joueurs qui ont été dans cette année, ils vont partir. Et nous allons chercher avec les nouvelles, de chercher de créer une nouvelle histoire. Pour revenir une dernière fois à l'histoire que vous avez écrite, si vous deviez retenir une chose, ça serait quoi? Je ne sais pas ce que je dois retenir. Je pense que nous allons aller jouer encore dimanche contre Bâle. Et puis il arrive le moment où je vais vraiment penser que ce que nous avons fait de cette saison. Mais la chose que je sens que nous avons vraiment fait, c'est retrouver l'enthousiasme de Lugano, retrouver l'enthousiasme de la ville. Avoir vu tous les mecs qui sont venus à Berne, c'était vraiment une chose fantastique pour nous. Qu'est-ce qu'il fait du bien au football suisse, messieurs, vous auriez adoré avoir c'est un guide, c'est pas un entraîneur. Ouais, il a une énergie, enfin, on voit qu'il est motivé, qu'il est enthousiaste, donc ça c'est sûr que je pense que ça se transmet sur ses joueurs. Vous qui êtes sur le marché des transferts, quand vous n'êtes pas à Blue, franchement, avec les nouveaux propriétaires de Lugano, on peut s'attendre quand même à des ambitions, même s'il y aura beaucoup de remue-ménage. Oui, on a l'impression qu'il se passe quelque chose du côté de Lugano. Alors il y a cette victoire en finale de coupe qui va faire un bien fou à ce club. Il y a le nouveau stade qui va arriver. C'est vrai que les investisseurs ont quand même certains moyens. Comme il a dit, c'est aussi une fin de cycle parce qu'il y a des joueurs qui vont quitter le club. Je pense qu'on va aussi essayer de rajeunir du côté de Lugano. Non, franchement, ouais, Lugano a fait vraiment une très très belle saison et on peut être positif pour le futur. Mais on le rappellera, Bâle, IB et Lugano joueront les qualifications pour la Conference League. Zurich tentera sa chance pour la Ligue des Champions. S'il échoue, aura une séance de rattrapage pour l'Europa League. Et au cas où, il pourrait même encore se sauver avec la Conference League. Donc voilà pour les 4 clubs suisses qui se battront pour les phases de la Coupe d'Europe la saison prochaine. Servette, eh bien, n'est pas passé loin, mais a été Saint-Gall n'est pas passé loin, mais a manqué de souffle, on va dire, en fin de saison. Quel bilan vous tirez? C'est compliqué avec le premier tour que les Saint-Gallois ont fait, Steven. Je dirais que c'est un bilan mitigé pour les Saint-Gallois. Alors le deuxième tour a été très très bon. Il y a malheureusement cette défaite en finale de coupe. Je pense que Saint-Gall n'y était pas. Saint-Gall est passé complètement à côté de son match. Alors si on prend le premier tour, c'est vrai que c'était vraiment compliqué pour les Saint-Gallois. Et le deuxième tour a été excellent. Et malheureusement, c'est 2 tours, le football. Après, côté Saint-Gall, ce qu'on peut aussi souligner, c'est qu'on n'a pas paniqué. On a fait les bons transferts au bon moment. On a amené un peu cette fraîcheur qui manquait au Saint-Gall, notamment au premier tour, avec des joueurs comme Quintilla, qui a fait énormément de bien. Jankiewicz, qui a un peu moins joué, mais qui passait exactement dans le concept de Peter Seidler. Il y a Thomas aussi qui est revenu. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé à Saint-Gall, c'est la façon de jouer des Saint-Gallois. On n'a pas paniqué. Peter Seidler qui a une idée claire, précise de son football. Et il a gardé sa philosophie de jeu, sauf qu'avec les joueurs dont il a eu... dont on a mis à disposition pour lui dans ce deuxième tour, c'était des joueurs qui rentraient parfaitement dans son concept de jeu. C'est-à-dire ce jeu très vertical, ce pressing, ce contre-pressing. Et si Saint-Gall pouvait jouer sur toute une saison comme lors du deuxième tour, je pense que les Saint-Gallois pourraient venir titiller les équipes de tête. Ce n'est pas passé loin donc pour Saint-Gall qui va terminer, c'est déjà acté, au 5e rang de ce championnat. On va surveiller avec beaucoup d'attention le mercato estival, savoir si quelques transferts de cet hiver vont prolonger leur aventure parce qu'il y avait pas mal de joueurs en prêt. On descend encore un peu plus au classement. Nous aurions bien aimé avoir Pascal Besnard puisque Servette est officiellement sauvé ce soir. Peut-être que Mike Pérez, vous aurez la chance de l'avoir dimanche, mais on vous l'avait promis tout à l'heure. Une réaction tout de même au terme de ce match nul qui permet à Servette de se maintenir 0-0 contre le FC Bâle. C'est Jérémy Frick qui s'y colle. On l'écoute tout de suite. Jérémy Frick, d'abord le plus important dans cette soirée, c'est officiellement non, vous êtes maintenu, vous serez là en Super League la saison prochaine. Ouais, c'était pas objectif de mi-saison, on pensait jouer autre chose. Mais voilà, la saison a fait qu'on s'est fait peur au final, mais je trouve que c'est vraiment bien que ce soit nous qui nous soient sortis de cette histoire. Et même si les résultats des autres auraient fait que, mais je trouve que c'est bien devant notre public de sortir avec 0-0 contre le FC Bâle. Donc voilà, peut-être que certains ont critiqué en disant que c'est pas une bonne saison de notre part. Je pense qu'il faut aussi mettre un petit peu l'église au milieu du village. On n'a pas le plus gros budget. On a fait 2 saisons extraordinaires. C'est pas quelque chose d'acquis. Il ne faut pas penser que c'est quelque chose d'acquis, mais que c'est qu'on a été allé chercher avec
pas un miracle, mais avec beaucoup de faits de jeu en notre faveur aussi. Et cette saison était plus compliquée, mais au final, c'est pas une mauvaise saison. Pour l'instant, on est 6e. Je crois qu'avec le budget qu'on a, c'est pas si mal. Il faut aussi se le dire. Ouais, Servette qui est bien accroché à sa 6e place et qui pourra faire le travail, terminer le travail dimanche avec ce déplacement. À Sion, Servette, on les suivra attentivement dimanche. Mais si on a fait le tour, on a fait le tour de cette avant-dernière journée et le suspense est toujours présent, mais il y a quand même des tendances. Ce soir, Getse, Sion, clairement, sont les grands vainqueurs, tout comme Servette, on vient de l'entendre au micro de Vincent Rigolet, on a oublié de le préciser, qui a recueilli les réactions de Jérémy Frick au stade de la Praille. Voilà, le top 11 Blue Sport, vous le suivez sur nos différents réseaux sociaux depuis de très nombreux jours. Vous connaissez l'entraîneur, le gardien, les défenseurs. Ce soir, on va vous dévoiler les 4 milieux de terrain que les consultants et les journalistes Blue Sport ont élus. Imeri, couloir gauche, Stevanovic, couloir droit, Doumbia, Marquezano, 2 Servetiens, 2 Zurichois. Je crois que pas beaucoup de débats à avoir. Marquezano dithyrambique cette année, Stevanovic meilleur passeur, Imeri peut-être l'explosion attendue qui cette année a vraiment pris une nouvelle dimension. Oui, sur l'ensemble de la saison, je pense que les 2 joueurs d'extérieur de Servette ont été les vrais détonateurs de cette équipe. On parlait beaucoup du cœur du jeu avec Konya, avec Doulin, mais vraiment ceux qui faisaient la musique sur les côtés, c'était ces 2-là. Donc mérité pour ces 2-là. Et Doumbia, Marquezano, ils nous ont régalé cette saison. Doumbia a été omniprésent à tous les matchs. Marquezano, on connaît aussi son tempérament, sa qualité de passe. Donc il a fière allure, ce milieu de terrain. Effectivement, Doumbia qui permettait à Marquezano, entre autres, de briller. Très, très important, ce style de joueur. Voilà, on a été très complet. Et en plus, dans les temps, ce soir, reste à prendre rendez-vous avec vous, Mike Pérez, parce que dimanche 16h, on va vivre enfin le dénouement. Oui, il y aura des matchs qui serviront à rien. C'est sûr. Il y a un Saint-Gall-LS. Celui-là, c'est pour le fun, quoi. Mais oui, évidemment, on va se focaliser sur ce match entre Sion et Servette. Puis évidemment qu'on suivra aussi le match de Lucerne qui sera au Letzigrund pour la fête. Il y aura aussi la remise de la coupe pour le FC Zurich. Donc focus sur ces 2 matchs, Zurich-Lucerne et puis Sion-Servette, ce sera dimanche à partir de 16h. Mais le prochain rendez-vous Blue Sport, c'est le dénouement également en Challenge League. On vous propose la rencontre Aro-Vaduz, les Argoviens plus qu'idéalement placés. Ça vous fait plaisir de retrouver un de vos anciens clubs au plus haut niveau. Ce serait tellement beau parce qu'il y a aussi un engouement populaire à Aro. Oui, bien sûr. Le Bruglifeld, c'est un stade mythique en Suisse. Je sais que les adversaires n'appréciaient pas venir jouer là-bas. Un peu vieux quand même. Un peu vieux, oui. Mais il y a quelque chose, il y a une ambiance là. Moi, j'ai souvenir d'une poutre dans la tribune de presse, pour dire, je ne suis pas très grand, mais pas toujours très bien placé. Voilà, messieurs, la fatigue se fait sentir. En tout cas, on a été, on l'espère, aussi complet que possible. Merci Mike, merci Steven, merci Alain, merci aux équipes techniques et surtout, comme toujours, merci à vous pour votre fidélité. On va aller se ressourcer parce que dimanche, on remet la compresse. Salut, bonne nuit.